Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes, un témoignage pour commencer. Comment j'ai failli devenir terroriste par Omar Youssef Souleyman, un jeune journaliste et poète syrien biberonné au wahhabisme pendant son adolescence en Arabie Saoudite. Mais Descartes et Bill Gates, ainsi que Paul Éluard, l'ont sauvé. Ouf, on a eu chaud. L'actualité, c'est le déplacement d'Emmanuel Macron à Calais aujourd'hui. Calais, symbole de la crise migratoire en France depuis 20 ans quasiment. La jungle a été démantelée, mais des migrants cherchent toujours à se rendre en Grande-Bretagne. Le président Macron a mis la pression sur Theresa May pour qu'elle accueille plus de migrants et qu'elle finance davantage le développement économique de Calais. La France doit-elle revoir ses accords avec la Grande-Bretagne? Celle-ci doit-elle déplacer sa frontière? On en débattra. Et puis, en fin d'émission, messieurs Mauduit et Saltiel interviendront à propos de la visite du pape au Chili qui a commencé aujourd'hui et de la marque H&M dans la tourmente en Afrique du Sud depuis une pub un poil raciste. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Elisabeth. Ça va très bien. Claude Askolovitch, vous êtes dans un état. Oui. Elisabeth, tiens, parce que je vous vois. Ah, et Nadia aussi. Oui. Oui, mais là, Et Omar, regardez-vous. et notre ami Omar. Bonsoir Omar Youssef Souleyman. Bonsoir Elisabeth. Vous avez fait paraître il y a quelques jours chez Flammarion le petit terroriste. Pourquoi petit? Parce que ce n'est pas un vrai terroriste, c'est un résultat de la violence autour de lui en Arabie Saoudite, où il a vécu dans une société raciste. Il était un Syrien avec une autre couleur, avec un autre accent. Donc, C'est amusant, vous parlez de vous à la troisième personne. ah oui, oui, Ah oui, parce qu'en fait, c'est de vous personne dont dans il le s'agit. livre. C'est Oui. vrai. Ouais. Mais c'est un C'était roman moi. ou c'est un récit? C'est un récit. C'est une vraie histoire. On vous dira un roman autobiographique, mais je l'appelle un récit. Et donc, c'est autour de mon adolescence en Arabie Saoudite, comme un Syrien qui était vraiment un réfugié dans ce pays. Dans pendant ce pays, 3 ans et demi. avec votre famille et Saïd, votre frère, et Exactement. un futur enfant. Mais ça, on y revient dans un instant. D'abord, votre portrait, Omar, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Regardez l'empreinte digitale. Merci. En tapant Omar Youssef Souleyman, on découvre sur Wikipédia votre profession, journaliste, poète et écrivain. Vous êtes né ici il y a 30 ans, à Côte Ifé, sur les plateaux du Kalamoun, en Syrie, à 40 km au nord de Damas. Vos parents, tous deux dentistes, pratiquent un islam radical et décident d'émigrer en Arabie Saoudite pour vivre en adéquation avec les préceptes religieux du salafisme. Vous avez alors 12 ans et désormais votre vie s'organise autour de l'islam, entre lecture du Coran, prières quotidiennes et cours de religion. Après les attentats du 11 septembre 2001, vos professeurs de monothéisme célèbrent les vertus d'Al-Qaïda et la victoire du monde musulman. Un environnement qui vous pousse à vous projeter dans un avenir de petit terroriste. C'est d'ailleurs le titre du livre que vous venez d'écrire pour raconter votre cheminement. Malgré votre acharnement à parfaire votre éducation religieuse, les désirs sexuels propres à l'adolescence perturbent votre foi. Grâce à Internet, vous lisez les textes de l'essayiste égyptien Taha Hussein, décortiquez le Coran, vous vous interrogez sur la validité d'un Dieu qui, écrivez-vous, enverrait dans les flammes de l'enfer Aristote, Einstein, Éluard et probablement Marilyn Monroe et Scarlett Johansson. Toutes ces questions vous conduisent à devenir athée et à rejeter l'islam. En octobre dernier, voilà ce que vous écriviez sur Twitter après le meurtre de 2 femmes à la gare de Marseille. Hommage pour les victimes, ça suffit qu'on dise que les terroristes ne représentent pas le vrai islam. Car depuis mars 2012, vous vivez en France où vous avez appris notre langue en regardant Plus belle la vie. Après avoir publié plusieurs recueils de poésie en Syrie et couvert la révolution en tant que journaliste, pourchassé par les services secrets, vous avez fui le régime de Bachar el-Assad. Cette décision vous a encore plus éloigné d'une famille qui vous avait répudié après l'annonce de votre athéisme. Pourtant, vous avez tenu sur Facebook à rendre hommage à votre père disparu il y a quelques mois, une photo pour effacer l'espace d'un instant vos différences. Omar Youssef Souleyman, que vous reste-t-il de votre père? La mémoire, ce qu'il reste. C'est pas juste de père, ce qu'il reste. La mémoire, elle reste de tout ce qu'on vit. Surtout quand on part dans un nouveau pays, on vit comme les étrangers. Vraiment, la mémoire, elle devient un autre pays pour nous. Donc, tout ce qu'on fait, surtout quand on écrit quand même l'écriture, et on devient des réfugiés dans notre propre mémoire. Omar Youssef Souleyman, vous avez quoi, 11-12 ans quand vous arrivez à Riyad avec vos parents? À peu près 3 ans, 14 ans. Voilà. C'est ça, d'accord, 13 ans. Et votre vie quotidienne à Riyad, dans un environnement extrêmement rigoriste du point de vue de la religion, donc on a bien compris, c'est d'un côté le wahhabisme, et puis de l'autre côté une masturbation frénétique, c'est-à-dire des choses qui sont a priori incompatibles. Un corps qui veut s'exprimer et une répression religieuse. Comment n'êtes-vous pas devenu fou? Ou plutôt, est-ce que cette envie de devenir djihadiste était une tentative de résoudre ce conflit en vous?
Je ne suis pas sûr que je ne suis pas fou d'abord. Ah bon, Et très bien. deuxième chose, je pense, on vit malheureusement dans le monde arabe double vie, Oui. je l'appelle. La vie secrète et la vie publique. C'est pour ça, en fait, j'ai écrit ce livre, pour présenter cette vie secrète. Parce que je ne suis pas la seule personne qui est devenue athée ou qui est sortie de cette idéologie qui s'appelle le wahhabisme, le salafisme dans le monde arabe. Et je ne suis pas la seule personne qui était vraiment très attachée par rapport à Al-Qaïda et Osama Ben Laden. Très attiré, c'est ça. Oui. Merci. À l'époque de 11 septembre. Oui. Voilà. Claude. À l'époque, vous étiez ostracisé dans l'école, vous viviez, c'est extrêmement bien décrit dans le livre, dans un état de terreur permanente, mais terreur physique, terreur religieuse, terreur sexuelle. Et devenir djihadiste dans vos fantasmes de jeune garçon, c'était un moyen d'être comme les autres, d'être pris à égalité avec les Saoudiens qui vous méprisaient. C'est vrai, pas que ça, parce que aussi j'étais exagérant. Je veux dire, j'ai exagéré. Je voudrais vraiment faire une grande attentat, parce que en fait, la question là-dedans, quand j'analyse aujourd'hui cette situation, je trouve que je n'étais pas vraiment un vrai terroriste, comme beaucoup de monde. Donc, Quand on vous lit, on n'y croit pas. On ne pense pas une seconde, on aurait pu faire du c'est mal à l'humour nous. quand même. Voilà. Oui. Il y a ça. Mais je voudrais présenter une situation dans le monde arabe qu'on le vit jusqu'à aujourd'hui. Cette situation, à cause de la violence autour de beaucoup de jeunesse, autour de beaucoup d'adolescents, ils deviennent des terroristes parce qu'ils ont de la haine. Ils ont une réaction contre une société, ils n'ont pas d'espoir. Ils ont un dictateur, etc. Mais quel était votre quotidien? Quels étaient les interdits, par exemple? Qu'est-ce que vous n'aviez pas le droit de faire en tant que jeune garçon? Je pense à la bonne question. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient interdites pendant notre enfance. On n'avait pas le droit de faire regarder les femmes, surtout, faire bien sûr dire notre propre opinion, avoir des doutes, dire ce qu'on a comme des rêves à l'avenir, hors de la religion. Il faut dire tout le temps Allah, il faut qu'on soit tout le temps proche à Allah. Et en fait, la racine de ce monde secret, c'est l'enfer. Il y avait toujours cette... La menace de l'enfer. Exactement, il y avait toujours ce menace. Omar Voilà. Youssef Souleymane, il y a quelque chose qui est très surprenant dans cette évocation de votre adolescence à Riyad, à la fin des années 90, c'est le viol. Vous avez peur d'être violé, les jeunes gens, les garçons, les adolescents ont peur d'être violés. Il y a une sorte de culture du viol, une impunité autour du viol. C'est normal, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est le tabou. Quand dans la société, tout est interdit, surtout en Arabie Saoudite, dans cet enfer, la femme, quand toutes les femmes étaient obligées d'être voilées, pas que voilées, même masquées, quand tous les hommes ils sont obligés d'habiller comme le gouvernement, vous, comme le wahhabisme, vous, etc. Quand on était obligé de faire le prière, obligé, c'est normal qu'il y aura aussi une réaction parmi surtout les jeunes gens pour violer les autres, par rapport surtout à cette sexuellement. frustration. Voilà. Vous êtes syrien, on va parler de la Syrie dans un instant. Et à propos de la Syrie, une question qui angoisse, une sorte de hantise, le retour des adolescents de Syrie, Oui, et même des jeunes enfants. djihadistes, Oui, et les ce enfants. qu'on appelle les lionceaux du califat, donc ces enfants d'État islamique qui se sont retrouvés en Syrie et qui, dès 4 ans, sont soumis à une propagande très intense et entraînés à commettre des actes terroristes. On a vu certaines images de ces enfants, de ces adolescents s'entraîner à égorger, par exemple, en décapitant des ours en peluche, des images très terrifiantes. Et en France, les autorités sont sensibles au profil de Younes. Younes, c'est le petit frère d'Abdelhamid Abaoud, l'un des terroriste du 13 novembre. Il a été emmené en Syrie quand il avait à peine 13 ans. C'était le plus jeune lionceau du califat. Et il a juré aujourd'hui de revenir un jour en France pour venger son frère. Quand vous voyez ces jeunes garçons, ces enfants à peine sortis de l'enfance, dévorés par la haine de l'Occident, est-ce que vous dites qu'on peut les ramener à nous? Bien sûr. C'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Je pense, surtout quand ils sont encore jeunes, ils sont très jeunes, ils sont des ados, surtout quand ils sont des enfants, on a le temps pour qu'ils changent, leur réfléchir. Ils sortent de cette idéologie. Et on a plein d'exemplaires dans le monde arabe parce qu'à mon avis, personne est né comme un terroriste ou comme un salafiste. On le devient. Tout ça, voilà, c'est pas nature. Donc, Alors vous n'êtes pas devenu finalement terroriste, vous n'êtes plus devenu religieux, en tout cas vous n'êtes pas resté religieux, vous êtes devenu athée, vous vous êtes détaché de l'islam. Être athée, c'est un tabou dans le monde musulman. Dans certains pays, 14 je crois, ça peut être puni de mort, le fait de ne plus être religieux. Il y a eu des blogueurs bangladais qui ont été assassinés l'année dernière, 6. Est-ce que vous prenez un risque en étant athée et en disant votre athéisme? bien sûr, déjà, le athéisme, ce n'est pas juste un tabou dans le monde arabe. Je veux dire, officiellement, dans le monde arabe, ce mot n'existe pas.
Il dit il n'y a pas d'athéisme. Bien qu'aujourd'hui, on trouve il y a des dizaines de mille personnes qui sont athées. On le trouve sur les réseaux sociaux. Voilà. Sauf que le mot athée, c'est le mot, c'est-à-dire il faut vraiment le tuer. Il faut tuer celui qui annonce. Voilà, parce qu'il est un apostat. C'est très clair. Mais vous vous rendez compte que quand vous dites « je suis athée », certains peuvent se dire, et vous récupérez politiquement en se disant « il est du côté des islamophobes ». Il assimile l'islam de façon univoque à une religion de la haine. Vous voulez dire qu'il pense que c'est extrême à droite, peut-être? Ça a été le cas avec quelques... Il y a eu des cas en France. Exactement. On avait reçu ici d'ailleurs un jeune homme qui avait fui la Cisjordanie pour athéisme et qui a été récupéré par des réseaux d'extrême droite. Oui, malheureusement, en fait, en France, on a plein d'amalgames. Si je dis que je suis athée, il va le prendre par un autre sens. Mais moi, je ne vis pas dans l'opinion des autres. Moi, je dis tout ce que je voudrais dire, je vis comme je voudrais et j'écris tout ce que je voudrais. Il y a toujours ces mots quand même dans la société. Et c'est pas nouveau. En Syrie, on a déjà vécu ça. Quand on est sorti dans une révolution contre le régime fasciste, le régime, il a dit qu'on est des islamistes. Puis, le régime de Bachar el-Assad. Ah oui, quand le régime de Bachar el-Assad, il a dit qu'on était des islamistes. Dès qu'on a dit, c'est très clair qu'on n'est pas du tout des islamistes, il a annoncé qu'on prend de l'argent de Qatar et de l'Arabie Saoudite et de la France, ou de l'Europe, etc. Et il y a toujours le mot traître, afin qu'on perde notre espoir. Mais si on va répondre à ces mots-là, on va jamais dire notre propre opinion. Une dernière question. Vous avez raconté votre enfance ou terreur. Est-ce que vous chanterez un jour, le poète que vous êtes, l'amour de la France, la douceur de ce pays que nous, Français, ne connaissons pas toujours? Et il y a malheureusement une culture en France, je l'appelle le malheur français. On a une partie de notre propre culture en France. On est toujours malheureux, moi je trouve, et on n'a pas de raison. On est trop malheureux? Oui, on n'a pas de raison objective. On n'a pas de raison parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour changer. On est libre, vous voulez dire? On est libre, on peut faire des manifestations, on peut faire des associations pour créer de nouvelles choses. On peut changer la situation en France. Et pour moi, comme un réfugié politique qui vit en France il y a à peu près 5 ans, ce pays, enfin, il m'a sauvé. Elle m'a donné la vie, m'a donné la liberté. Et bien sûr, je suis amoureux à la France. Voilà. Je trouve que c'est très normal quand même. La vraie patrie du créateur, c'est l'exil. C'est un poète syrien qui s'appelle Adonis qui a dit ça. C'est ça la vraie patrie du créateur et du poète, c'est l'exil quand même? Pas forcément, ça dépend en fait. Donc c'est la France et l'exil? L'exil, pour moi, c'est un mot très large. On ne peut pas dire chacun il peut vivre ce mot, il peut vivre l'exil selon de son passé. Pour moi, aujourd'hui, je vis l'exil dans un pont entre les deux cultures, entre la culture arabe et la culture française. Et je trouve que c'est un grand but pour moi pour continuer et pour garder l'espoir quand même. Merci Omar Youssef Souleymane, le petit terroriste. Mais oui, bien sûr que c'est un récit avec de l'humour, de l'acidité et surtout un contre-champ incroyable sur cette adolescence en Arabie Saoudite chez Flammarion. Merci d'être passé chez nous et on passe à notre débat sur la crise migratoire cristallisée par le dossier Calais où s'est rendu le président Macron aujourd'hui. Question qui fâche, faut-il déplacer la frontière de Calais à Douvres? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. En route vers Calais, ce matin, Emmanuel Macron a fait une première étape dans un centre d'accueil et d'examen des situations. Des migrants, essentiellement afghans et soudanais, y attendent d'être fixés sur leur sort. Je veux vivre ici en France. Dans mon cœur, vous êtes notre président. Mais à Calais, aujourd'hui, la majorité des migrants fuient ces structures d'accueil, avec une idée fixe, réaliser leurs rêves et rejoindre coûte que coûte l'Angleterre, où se tiendra jeudi un sommet franco-britannique. Emmanuel Macron l'a annoncé dès les premières minutes de son discours ce midi, la pression migratoire à Calais sera au cœur de cette rencontre. Il était essentiel que je vienne au contact des réalités que vous vivez depuis plusieurs mois, plusieurs années, pour pouvoir en tirer toutes les conséquences et évoquer dans 48 heures, avec Theresa May, plusieurs des éléments que nous devons améliorer. Le chef de l'État compte bien demander à Theresa May des mesures concrètes pour une meilleure prise en charge des mineurs non accompagnés et pour le financement de la sécurisation de la zone portuaire. Car Calais, situé sur la Manche, à 35 km de Douvres, est la porte d'entrée en Angleterre. La frontière britannique se trouve sur le sol français, depuis le traité du Touquet signé en 2003 par le ministre de l'Intérieur français et son homologue anglais. Cet accord, couplé à la fermeture du centre d'accueil de Sangatte, a fait chuter le nombre de demandes d'asile en Grande-Bretagne.
Applaudi à l'époque, le traité du Touquet est aujourd'hui plus que jamais contesté. Alors faut-il le remettre en cause? La Grande-Bretagne doit-elle prendre en charge les migrants de Calais? Faut-il déplacer la frontière actuelle? Beaucoup de questions à évoquer avec vous trois. Yann Manzi, bonsoir. Vous êtes fondateur de l'association Utopia 56. Selon vous, la France, c'est carrément le bras policier d'une Grande-Bretagne qui se barricade face à l'arrivée des migrants. Il faut, c'est toujours votre point de vue, renégocier les accords du Touquet et mettre les Anglais face à la réalité du problème qui n'est pas que français. Vous en avez un à côté de vous. Vous allez pouvoir lui en parler. Bonsoir, Jeremy Stubbs. Vous êtes président du Parti conservateur, donc le représentant de ce Parti conservateur britannique à Paris. Selon vous, la Grande-Bretagne n'est pas totalement responsable, j'aime beaucoup ce délicieux euphémisme, responsable de la situation à Calais. Elle paye pour que la France joue les gardes-côtes, car il faut bien faire la distinction entre les personnes qui ont une raison de demander l'asile au Royaume-Uni et celles qui n'en ont pas. Vous nous la réexpliquerez, cette distinction. Et enfin, Virginie Guiraudon, bonsoir. Vous êtes chercheuse, spécialiste des politiques européennes d'immigration. Selon vous, force est de constater qu'il n'y a pas de différence de point de vue sur l'immigration entre la France et la Grande-Bretagne. Il n'y a pas d'autre idée que celle des Anglais. On ne veut pas que les migrants arrivent chez nous. En tout cas, ça depuis certainement aujourd'hui et le discours d'Emmanuel Macron à Calais. J'imagine que ça vous a renforcé dans votre point de vue. On va y revenir, mais d'abord une question d'un de nos auditeurs, internautes, pardon, oui, et spectateurs. Oui, qui demande si ne pensez-vous pas, sur France Inter, ici. La fermeté britannique, donc eu égard aux migrants, est une fermeté de façade. Yann Manzi, fermeté de façade parce que les migrants en Grande-Bretagne ont globalement plus de droits que la France, qu'en France, notamment sur l'accès à l'emploi. Est-ce que ça explique le fait que ces migrants veuillent quitter la France pour la Grande-Bretagne? Il y a une réalité, c'est qu'il est évident qu'en Angleterre, ces migrants déjà veulent aussi, il faut le répéter et le dire, retrouver leur famille. Et quand on fait des enquêtes avec différentes associations, elles préfugissent l'auberge des migrants à Calais. On se rend compte que c'est quand même une des préoccupations prioritaires. 60% des personnes interrogées sur les sondages qu'on a pu faire en septembre répondent que c'est ça leur première raison. Et derrière, la réalité, c'est aussi que c'est plus facile de trouver du boulot en Angleterre, du boulot au noir. Alors, pour ne pas le citer, mais c'est une réalité. En France, c'est pas simple. Parce que le travail est dérégulé, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Bien sûr, c'est une réalité. On voit bien ce qui se passe en Angleterre et on sait ce qui se passe dans les restaurants anglais. Oui. Jeremy Stubbs, comment réagissez-vous quand vous entendez ce constat réaliste? Je réagis très mal. Mais c'est un constat réaliste. Et bien sûr, est dérégulé. régulé, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des activités qui dépassent les forces policières, les forces de l'État. Donc il est vrai qu'il y a un travail noir qui existe. Est-ce que ce travail au noir existe en France? C'est à vous d'aller chercher, il faut le dire. Mais est-ce que ce n'est pas la caractéristique d'une économie plus libérale, d'une société finalement plus ouverte? C'est très dur d'arriver chez vous, mais quand on y est, on peut se faire son chemin, on peut se débrouiller. Je pense qu'il y a comme un part de fantasme là-dedans. Le Royaume-Uni, peut-être parce que c'est de l'autre côté de la Manche, c'est un Eldorado. Et tout se passera bien une fois qu'on est de l'autre côté. Et la vérité, c'est qu'on a nos problèmes aussi. Donc, c'est cette part de fantasme qui est très, très curieuse. Virginie Guiraudon, vous voulez rajouter quelque chose? Je ne parle pas de fantasme, je parle de réalité. Oui. Je suis d'accord avec Claude Askolovitch. Le système économique anglais, depuis Madame Thatcher, donc, qui était Tory, comme vous, c'est un marché dérégulé. Il y a beaucoup moins de contrôle de papiers d'identité. C'est plus facile d'être engagé pour un job comme de le perdre d'ailleurs. D'être logé même. Donc on a un point de chute, on n'a pas une vie formidable, mais si vous comparez ça même à des pays qui ont beaucoup accueilli comme l'Allemagne, la Suède, là il y a beaucoup moins de population en situation régulière, on demande beaucoup plus de contrôle. Donc ce modèle qu'on appelle le marché libéral par rapport à une économie plus régulée, il existe. Et après pour rebondir sur parce que Yann a dit au départ, effectivement, on voit toujours des Afghans qui veulent aller en Angleterre, mais ça fait depuis 99, depuis qu'il y a un camp à Calais, depuis qu'il est... parce qu'ils ont de la famille. D'accord, c'est ce que disait Yann Manzi. Alors, on va démarrer avec un chiffre pour comprendre l'ampleur de la situation, l'ampleur de ce qui se passe. C'est un chiffre qui a été donné à 2 reprises, je crois, aujourd'hui par le président Macron. Ouais. 115 000, c'est le nombre de tentatives d'intrusion dans le tunnel sous la Manche
en 2017. En 2016, il y en avait 50 000 de plus, donc c'est en diminution. Mais Yann Manzi, vous vivez à Calais, vous voyez la situation à Calais, 115 000 intrusions par an l'année dernière, c'est plus que ce que l'État français ne peut faire. Nous sommes vraiment les gardes-frontières peut-être débordés du Royaume-Uni. Bien sûr, la réalité, elle est celle-là. Hein. Ces populations qui, tous les jours, répètent des tentatives pour aller rejoindre leur famille ou essayer de rejoindre une communauté. Parce que c'est vrai que quand on a une communauté là-bas, on peut plus facilement y aller. Oui, il y a cette réalité tous les jours, que ce soit sur le tunnel ou dans les camions, d'intrusions répétées et multipliées de ces migrants qui essayent de rejoindre une famille. Et est-ce qu'on peut comprendre, et vous êtes souvent très critique, qui vraisemblablement à juste titre envers les forces de l'ordre, qui pourchassent les migrants, qui harcèlent les associations, mais en même temps, est-ce qu'on peut comprendre que sous une telle pression, 115 000 tentatives d'intrusion, à un moment donné, on fait faire à ces forces de l'ordre un sale boulot que les forces de l'ordre du Royaume-Uni ne font pas? C'est sûr que nous, on sait très bien la réalité de ce qui se passe à Calais. On l'a souvent dénoncé, on a souvent été appuyé par des grosses ONG qui sont venues aussi constater la réalité de ce qu'on pouvait dire. Non, mais sur les forces de l'ordre. Sur les forces de l'ordre. Concernant la réalité de ce qui se passe avec la police. C'est terrible ce qu'on leur demande, même s'ils se comportent mal par ailleurs. Mais c'est terrible. Ils sont débordés, ils sont submergés. Bien sûr, nous on discute souvent avec des CRS, c'est un sale boulot qu'on leur fait faire, c'est une réalité. On leur demande de lacérer les sacs, les tentes, il y a un ordre qui vient de très haut? Alors ça, moi je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas, mais par contre la réalité de ce qu'a dit aujourd'hui M. Macron, c'est qu'il y a un État, il y a des préfets et il y a des ordres. Donc je ne sais pas d'où ça vient ces ordres, par contre la réalité de ce qu'on peut vivre, que ce soit à Paris, à Calais, à Briançon ou dans différentes régions, c'est plus de points de fixation, et dès qu'il y a des points de fixation, on empêche ces points de fixation. Jeremy Stubbs, cette situation chaotique, conflictuelle, désespérée, ces souffrances, ces forces de l'ordre qui sont elles-mêmes submergées, qui se mettent à malmener, à rudoyer ces migrants, est-ce que d'une certaine façon vous vous rendez compte que c'est fait pour vous, enfin vous les Anglais, c'est une aubaine ces accords du Touquet qui rendent cette situation possible et qui font que ça se fait à Calais et pas là-bas, de l'autre côté du Channel? Il faut le dire, qui existe un peu à travers l'Europe. Oui, mais on parle de la raison pour laquelle ça arrive comme ça à Calais, c'est parce que vos frontières sont ouvertes, les nôtres ne le sont pas. Donc les gens ne peuvent pas passer. Et donc on veut bien contribuer. On veut bien contribuer, mais nous ne sommes pas, encore une fois, totalement responsables de la situation. Et si les accords étaient revus, corrigés, et si la frontière était déplacée? Je ne crois pas que la frontière sera déplacée, ni les accords du Touquet Si, là, si. On va... Parce que il faut dire quand même que c'est une frontière commune. Quel que soit le côté de la Manche, on partage. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Et d'après ce que j'ai compris, les gouvernements sont en train d'en parler depuis quelques mois maintenant. Et il y a un terrain d'entente. En revanche, M. Macron a fait... Qui voit Mme May après-demain. Oui, il a fait, et c'est très intelligent, un peu un coup de com' d'annoncer que c'est à l'ordre du jour de leur discussion. Parce que ça montre qu'il fait preuve de fermeté, surtout au moment où il lance au moment où Mme May est un peu fragilisée, par ailleurs, par le Brexit. Un peu, mais ça ne change rien de ce point de vue-là. C'est quelque chose qui marchera très bien ici. Cette annonce. Ici. Oui, le fait qu'il a, en même temps qu'il applique un peu le règlement Dublin, il essaye de faire travailler les Anglais. Le règlement Dublin sur lequel tout migrant doit être reconduit dans le pays dans lequel il a mis le pied en Europe pour la première fois. Ou les empreintes digitales. Alors, je repose la question. Est-ce que les accords du Touquet sont une aubaine pour la Grande-Bretagne, Madame Guiradon? Oui. Alors, d'abord, je voudrais rebondir. Je suis tout à fait d'accord avec mon voisin. Il est malin, Macron. Effectivement, il va dire, regardez, je vais dire aux Anglais que vraiment les accords du Touquet, c'est pas possible. En fait, sur la table, il y a quoi? C'est demander un peu plus d'argent aux Anglais, éventuellement des patrouilles de gardes-frontières franco-britanniques, mais pas du tout une remise en cause de la logique même de ces accords, et pas du tout non plus d'un déplacement. Donc, coup de com' sans les accords. Une énorme aubaine, parce que ça coûte extrêmement cher d'un point de vue humain, mais ça, je laisse les associations en parler, d'un point de vue financier. J'en viens au fait, c'est que, en gros... c'est des millions qui sont investis tous les ans, qui sont investis depuis 1999, même avant les accords,
par Eurotunnel, qui après d'ailleurs a demandé à être remboursé. C'est un coût politique aussi, quand on voit la montée du FN dans cette partie de la France, qui est portée par la France. Imaginez si on déplace vraiment et on dit maintenant c'est Ashford, c'est plus Calais. La frontière. C'est Douvres, la frontière. L'investissement que ça représenterait, c'est bien sûr une aubaine, mais il y a un levier qui est le levier économique en fait. C'est-à-dire, Calais, c'est un port. Il y a d'autres ports concurrentiels. Il y a beaucoup de raisons. Des compagnies de transport ont peur. Virginie Giraudon, si on est sur ce sujet, on peut peut-être entendre notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Vous lui avez presque déjà répondu. Il était ce matin invité sur France Télévisions, Gérard Collomb, qui incarne la fermeté en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Et il a dit ce matin, nos confrères de France 2, ce que la France pouvait espérer ou pouvait demander au Royaume-Uni. Nous allons aller avec le président de la République jeudi à Londres. Et nous allons parler de Calais précisément et des problèmes d'immigration. Pour demander à nos amis britanniques qu'ils puissent aller plus loin dans les accords qui ont été passés effectivement au Touquet, qu'ils reprennent un certain nombre de migrants, surtout qu'ils aident Calais à se développer. Alors, il y a deux choses, l'aide au développement, mais surtout reprendre des migrants. Yann Manzier, est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni peut prendre des migrants, peut-être des mineurs, on ne sait pas. Est-ce que ça peut arriver ou est-ce qu'au fond, vous n'y croyez pas, on a trop entendu, c'est juste Collomb qui parle au français? Nous, c'est ce qu'on aimerait. Il est évident que nous, ce qu'on aimerait, c'est que les mineurs étrangers qui devaient être pris en masse suite au démantèlement de la jungle de Calais en 2016, la réalité était faite. Les chiffres sont loin d'être satisfaisants. On sait très bien ce qui se passe. Et la réalité, en sortie du Brexit, on a dénoncé ces accords au niveau des enfants. Nous, ce qu'on voudrait, c'est voir ces enfants pris en charge par l'Angleterre. On voudrait qu'il y ait des regroupements familiaux qui soient beaucoup plus nombreux. Il est évident, et je voudrais, si vous me le permettez, pouvoir dire une chose, c'est que la réalité de toutes ces images qu'on voit depuis 2015, de ces millions de personnes qui ont migré, il faut quand même dire la réalité. C'est pas la France et l'Europe qui prennent cette part. Non, mais il n'y a pas des millions de personnes qui ont migré, beaucoup moins. Non, mais en frontière, voilà, qui sont restés aux portes de l'Europe. La réalité, c'est qu'en fait, la population migrante en Europe, c'est 0,20% de la population sur 500 millions de personnes. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de cette Europe? Qu'est-ce qu'on fait de la France? Il est temps, à un moment donné, de prendre notre part de responsabilité dans ce qui se passe dans ce monde et dans ces problèmes de ces populations. Et pour en revenir, alors, posez votre question sur les mineurs isolés, non, à votre voisin, Jeremy Stubbs. Prenez votre part. C'est peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment. Je pense que c'est une situation qui est nouvelle pour nos pays. On n'a pas fait face à ça avant. Et là, on est en train, à chaque fois, en train de progresser. Et les accords du Touquet ne sont pas des accords définitifs, éternels. Ils peuvent être remis en question par n'importe quel des deux pays à n'importe quel moment. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc je pense que c'est une situation qui va évoluer. On apprend. Et il est probable... On apprend lentement. On apprend aussi vite qu'on peut, mais on est des êtres humains. Avec l'intelligence artificielle, sans doute qu'on ira beaucoup mieux. Mais d'après ce que je comprends, il y aura sans doute plus d'investissement, peut-être une plus forte présence britannique de l'autre côté de la Manche pour, et c'est un mot qu'il faut prononcer, même si c'est un mot qui ne sonne pas très bien, pour faire le tri. Ah oui. Plus de sécurisation aussi, c'est ça. Ce qu'on appellerait un hotspot en France. Ils veulent faire un hotspot à Calais. Alors, on va évoquer avec Nadia un pays qui a su rapidement comment s'emparer de cette problématique des mineurs isolés et comment la traiter. Oui, des enfants non accompagnés. C'est ce qui se passe en Suède. C'est un pays qui a reçu à lui seul 40% des mineurs non accompagnés qui sont arrivés l'an dernier dans l'Union européenne. On parle de 700 enfants qui sont dans cette situation et qui entrent chaque semaine dans le pays et qui font donc l'objet d'une véritable procédure qui a été réfléchie. D'abord, il y a cette loi suédoise qui exige que leur cas soit traité en priorité. Ensuite, chacun de ces jeunes a un tuteur, un représentant qui est nommé par les communes et qui va l'aider dans ces différentes démarches. Ces mineurs sont systématiquement hébergés, soit dans des centres de transit, soit pour les plus jeunes dans des familles d'accueil. On les laisse le moins possible errer dans les rues, comme c'est le cas en France ou en Grande-Bretagne. Et dans les écoles, on a même créé des classes spécifiques pour les accueillir et pour leur apprendre la langue, les bases de l'éducation. Alors tout n'est pas rose, comme souvent, les structures sont saturées, les enfants
migrants sortent parfois des radars et se retrouvent dans des réseaux criminels. Mais clairement, on peut dire aujourd'hui que quand on est un migrant isolé enfant, il vaut mieux être à Stockholm qu'à Paris ou qu'en Angleterre. Virginie Gredon, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas anticipé? C'est si compliqué, on parle de quelques centaines, quelques milliers d'enfants et d'adolescents. Pourquoi on est tout à fait capable. Bien sûr qu'on en est capable. En France ou en Angleterre, c'est une question de moyens, mais surtout de volonté politique. Donc nous n'en sommes pas capables politiquement, psychologiquement, culturellement. Ça veut dire qu'on ne veut pas de ces enfants en France, c'est ce que vous dites? Enfin, quand on voit la situation à Paris, on connaît les chiffres, on sait que... on connaît les chiffres, donnez-les. Combien il y a d'enfants? Oui. Alors, il y a ceux qui... On parle bien des mineurs, mineurs isolés, non accompagnés. C'est ceux qui sont déjà pris en charge. Donc, c'est en plus, à Paris, c'est bien au niveau du département dont on doit s'en occuper. On sait que c'est en hausse, donc c'est plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Rien qu'à Paris. Yann Manzi, au moment du démantèlement de Calais, on a laissé ces enfants partir sur les routes. 1900 enfants référencés à Calais. Alors après, c'est évident que... Et plusieurs milliers à Paris. 1900 enfants à Calais. La réalité des chiffres, c'est entre 400 et 700 enfants qui ont été pris en charge par l'Angleterre. Alors les chiffres diffèrent entre 400 et 700. On ne sait jamais trop la réalité de tout ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est pour avoir été à Paris depuis 11 mois et l'ouverture du centre de la Porte de la Chapelle, on avait en charge avec Utopia 56 et d'autres associations cet accompagnement des mineurs. 80% des mineurs qui se présentent dans les dispositifs sont refusés. On ne les croit pas. Donc, on dit qu'ils sont majeurs. On dit qu'ils sont majeurs. Donc il y a une réalité et une violence de tout le parcours que ces enfants ont vécu. Et derrière, on ne les croit pas. Et nous, on se retrouve avec des quantités de gamins et des citoyens qui ouvrent leurs portes tous les soirs pour mettre ces enfants à l'abri, avec la violence de Paris, avec la violence de tous les réseaux qui peuvent traîner dans ces rues-là. C'est quelque chose d'incroyable, en fait. Alors, avant d'évoquer avec vous, Jeremy Stubbs, une éventuelle politique d'immigration franco-britannique et des accords quant à cette politique, un coup d'œil satirique sur l'intransigeance de la ministre de l'Intérieur britannique. Quant à ces questions, elle s'appelle Amber Rudd. Elle est un peu rudoyée par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que la question des frontières agite le Royaume-Uni, la ministre britannique de l'Intérieur fait preuve de ridicule. Alors faut-il se payer la tête d'Amber Rudd? Amber Rudd a 54 ans, un gros job, mais une courte expérience politique. Élue en 2010, elle est la secrétaire d'État à l'énergie de David Cameron en 2014, puis celle à l'intérieur de Theresa May à l'été 2016. Une fusée en orbite, mais à la trajectoire incertaine. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? London, vous avez un problème? Non, c'est le guidon qui est un peu sensible. Le guidon? En octobre 2016, elle menaçait d'imposer aux entreprises de publier la liste de leurs employés étrangers. Tollé à Rome, à Madrid, chez d'ex-collègues et même chez son propre frère. Un an après, elle se fend d'une lettre d'amour aux expatriés européens pour qu'ils restent au royaume. Fin décembre, celle qui songe sans discrétion à Downing Street poursuit sa comédie. Devant son idée de contrer d'éventuels djihadistes de retour par la mer en faisant surveiller le littoral par une brigade de volontaires, les syndicats crient à la farce et la presse se gondole. Bonjour, on vient pour maraver les immigrés. Ah, des patriotes. Et vous avez de l'expérience? Bah ouais, avec le stade... Ouais. Bon, ben ok, on va vous payer en bière d'avance. Ouais. Amber, une ancienne de la banque JP Morgan qui n'a fréquenté qu'école et collège privé, est si familière de l'aristocratie qu'elle s'est occupée du casting sans bleu pour le film 4 mariages et un enterrement. Désormais, cette farouche opposante au Brexit doit épouser un projet qui la débecte et enterrer celui qui la comblait. Du vrai cinéma impressionniste. Merci Thibault Nolte, vous n'aurez jamais de rôle. Claude? Jeremy Stubbs, au moment de la grande débâcle de 40, Winston Churchill, dont on parle sur nos écrans, avait proposé une fusion des États français et britanniques face à la menace. Est-ce que face à une menace, somme toute moindre, nos deux États pourraient inventer ensemble une politique d'immigration? Oui, juste un mot, c'est Jean Monnet qui avait proposé cette idée. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à l'Union européenne plus tard. Sérieusement, est-ce qu'on pourrait avoir maintenant une politique commune? Je pense que oui. Il y a tout, en dépit du Brexit, il y a tout pour reprocher nos deux pays. Il y a une vraie volonté de travailler ensemble. On travaille ensemble beaucoup dans la défense, dans la sécurité. On est déjà et dans l'accueil, travailler plus dans l'accueil?
On travaille déjà dans l'accueil. Non, réellement, Jeremy Stubbs, on connaît tous la situation humanitaire. Pourquoi deux des plus grandes démocraties du monde ne peuvent pas fabriquer ensemble une politique humaine et décente? Parce que, je vous dis, chaque pays lui-même a du mal à le faire. Donc, deux ensemble, c'est compliqué. Parce que vos opinions publiques ont conduit au Brexit et ici, en France, avec une... Ce qui est sûr, c'est que l'opinion publique est très axée sur la peur de l'immigration illégale. L'opinion publique, oui. Et ça, il faut le prendre en compte. Mais pas trop Si. Ou à ce point-là? Si, parce que dès qu'on ne le fait pas, l'opinion publique choisit un autre gouvernement qui n'est pas aussi raisonnable que les gouvernements que nous avons déjà. C'est ça le paradoxe auquel il faut faire face. Un dernier mot. Moi, je voudrais rebondir là-dessus, parce que c'est quand même important. C'est bien sûr à cause du nationalisme qui monte en Europe que tout se passe, et tout ceci se passe. Et il y a un moment donné, à aller trop loin dans toutes ces lois qui s'appliquent depuis une vingtaine d'années, justement par rapport à la montée des nationalismes en Europe, jusqu'où on va aller en fait? Dans l'ignominie de la loi qui est proposée dans les mois qui vont arriver, jusqu'où on va aller en fait? Dans cette inhumanité de laisser des bébés, des femmes, des enfants dans les rues, de ne plus les accueillir, c'est des êtres humains. Calais, c'est le rêve Qu'est-ce qu'on fait, en fait. Vous savez, Trump disait qu'il faut construire un mur et les Mexicains paieront pour le mur. Ben voilà, on a construit un mur en France et c'est pour les Anglais et c'est les Français qui l'ont payé. Donc on est quand même... Non, ce sont les Anglais qui ont payé 140 millions de livres sur 3 ans. C'est le mot de la fin pour ce débat et pour ce soir. Merci à tous les trois. Dans un instant, la visite du pape au Chili et les répercussions politiques en Afrique du Sud de la publicité raciste de H&M avec messieurs Baudu et Saltiel. Mais d'abord des intox. Ce soir, les fameuses limitations de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, ce ne serait pas aussi écologique que l'a dit le gouvernement. Rouler 10 km/h moins vite pour polluer 30% de moins, c'est l'un des arguments avancés par le gouvernement français qui prévoit d'abaisser de 90 à 80 km/h la vitesse maximale autorisée sur les routes. Dans une note destinée au préfet et dans le dossier de presse fourni au moment de l'annonce, on trouve ainsi une infographie qui dit que rouler à 80 plutôt qu'à 90 km/h, c'est jusqu'à 30% d'émissions de polluants en moins. En guise de source, un lien renvoie vers une page internet qui n'a pas été mise à jour depuis presque 10 ans et dans laquelle n'apparaît pas le chiffre mentionné dans l'infographie. Cette page renvoie quant à elle vers le site internet de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est elle qui a fourni ce chiffre, assure aussi la sécurité routière française. Si l'ADEME a bien publié un dossier fouillé sur le sujet en 2014, en faisant une synthèse des résultats de plusieurs dizaines d'études, la statistique citée par le gouvernement n'y figure pas. Au contraire, on peut y lire que la relation entre baisse de la vitesse maximale et pollution est complexe. Car les résultats varient selon la méthode de calcul ou l'axe observé. En ville, par exemple, réduire la vitesse maximale peut augmenter les émissions. L'état des routes, des véhicules et du trafic sont des facteurs à prendre en compte pour observer la pollution. Un spécialiste nous a confirmé que l'ADEME n'avait jamais annoncé ce chiffre de 30% d'émissions en moins si l'on réduit la vitesse maximale autorisée. L'idée était écologiquement séduisante, mais c'est peut-être pour cela qu'Édouard Philippe n'a guère insisté lors de sa conférence de presse sur cet argument. Eh bien vu, des intox. Bonsoir Xavier, François. Bonsoir. Xavier. Le pape François est arrivé hier à Santiago pour une visite, on le sait, de 3 jours au Chili. C'est une opération de com', vous croyez, pour l'Église? Ah bon? Parce que en perte de vitesse depuis des affaires un petit peu obscures et pas très ragoûtantes. Bon, et vous avez voulu revenir à une époque un peu plus ragoûtante où, enfin quoique, l'Église voulait le monopole des cimetières. Oui, écoutez, c'était pourquoi ça au 19e siècle? Oui, je vais vous dire ça. En 1822, Santiago du Chili accueille un jeune Parisien, Victor Athanase Guérin, qui n'était pas prédestiné pour les voyages. Parce que 6 ans auparavant, le jeune homme était en train de travailler à Paris chez un tapissier quand, mais chance extraordinaire, son patron lui dit « Mais viens, je t'emmène faire du commerce en Amérique du Sud ». Donc commence pour Victor Athanase un voyage de 7 ans dans plein de pays, le Brésil. Et en 1822, il est à Santiago du Chili. Et là, il est ébaubé par les pratiques religieuses des Chiliens. Bon, déjà, il le constate, il n'est pas le bienvenu. Non, les prêtres n'aiment pas les étrangers dont ils redoutent les lumières. Et puis surtout, ce Guérin est fasciné par les interdictions qui existent dans ce pays. Par exemple, il dit on ne peut pas parler de religion, on ne peut pas s'en moquer, on risque même d'être assassiné. Mais surtout, il est interdit d'enterrer les non-catholiques. Ah non,
on ne veut pas de ça là-bas. Et pourtant, il y a de nombreux Anglais, de nombreux Allemands, vous savez, ils sont venus là faire du commerce. Maintenant, ils sont anglicans, ils sont protestants, les pauvres gens. Donc, hors de question de les mettre dans le sol chilien. Guérin dit même que dans certaines provinces, on les jette à la mer. Et pourtant, le gouvernement chilien, lui, veut absolument faire venir ces gens-là. Il veut interdire ces pratiques parce qu'il a besoin des immigrés qui viennent d'Angleterre, voilà, et puis d'Allemagne pour le commerce. C'est pourquoi, en décembre 1819, un décret est pris qui met en place des cimetières pour les non-catholiques. Bon, il y en a deux, Santiago et Valparaiso. En réalité, il y a une levée de boucliers, en réalité aussi une levée de goupillons, parce que l'Église arrive à faire reculer le gouvernement et il faut attendre les années 1850 pour qu'enfin les non-catholiques puissent être enterrés sereins au Chili. Alors 1850, c'est par hasard, c'est le moment où est signé un traité de commerce avec l'Angleterre, comme quoi tout est bien qui finit bien. Alors juste pour finir, vous le savez, depuis, les étrangers sont bien accueillis au Chili, surtout si, comme mon général, ils arrivent à bord du Colbert. À bord du Colbert, le général va se retrouver en terre française pour une croisière de 48 heures le long des côtes chiliennes, jusqu'à Valparaiso, jadis providence des Caporniers et thème de tant de chansons de marins. Les chansons de marins, une chanson de marin. Non ? Non, je pensais plutôt à un papa et une maman, tu n'enterres pas n'importe où les enfants. Très bien. Alors, François Saltiel, on revient sur le tollé provoqué par la publicité H&M. Répercussions en Afrique du Sud politique ? Oui, c'est ça. Déjà, c'était la semaine dernière, c'est la marque suédoise qui a déclenché une vague d'indignation mondiale, puisque H&M a choisi ce petit garçon noir pour porter ce sweatshirt au message suivant, le singe le plus cool de la jungle. On se demande encore comment cette image à connotation raciste a pu échapper à l'ensemble des filtres de communication de l'enseigne. Depuis, des stars ont dénoncé leur contrat avec la marque et Twitter s'embrase. C'est ce qu'on appelle en bon français un bad buzz ou plutôt une boulette. Voilà, une boulette, un bouche à oreille négatif. La marque s'est bien sûr excusée, a reconnu son erreur, a enlevé l'image de son site internet et puis aussi tous les vêtements de ses boutiques. Mais en Afrique du Sud, où le souvenir de l'apartheid est encore vif, ce rétropédalage n'a pas suffi. La marque avait d'ailleurs déjà fait polémique en 2015 lors de son implantation en faisant peut-être que des mannequins blancs, aucun mannequin noir sur ses affiches. Depuis ce week-end, des militants du parti politique radical Economic Freedom Fighters ont manifesté devant les boutiques de Johannesburg ou encore de Pretoria avec leur propre slogan à eux qui dit H&M, voici les singes les plus cool. Et puis certains manifestants, pas si cool que ça, ont dévasté pas moins de 6 boutiques en signe de protestation. La marque a ensuite annoncé dans la foulée qu'elle allait fermer tous ses magasins, a rappelé que les boutiques sud-africaines n'avaient pas grand-chose à voir avec cette publicité, mais ces images sont tout de même impressionnantes. Et puis, c'est pas si fréquent de voir une révolte numérique qui a été déclenchée par une blogueuse mode londonienne se solder en saccage de boutiques sud-africaines. Comme quoi, les erreurs se payent cher à l'heure du village global gouverné par les réseaux sociaux. Bon. Non ? Oui. Il était joli ce t-shirt vert pourtant. Merci mes amis, l'agent provocateur. À suivre sur l'antenne d'Arte Chérie, une soirée théma présentée par Émilie Aubry autour de Donald Trump. 1 an de, pas d'âge mental, non, de présidence. Présidence hors norme. 2 enquêtes documentaires de Frontline, l'émission d'investigation de la chaîne américaine PBS, sur l'homme, puis sur Poutine contre les USA. Et je peux vous dire que ça décape. À demain 20h05, on se quitte justement avec le rappeur Wyclef Jean, né à Haïti. Vous savez, ce cloaque, selon Donald. Bah oui. What happened to love? Tchuss. A little more keyboard, please. One day, girl, we'll be looking back. Right, I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had to ask. What happened to love? Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes, un témoignage pour commencer. Comment j'ai failli devenir terroriste par Omar Youssef Souleyman, un jeune journaliste et poète syrien biberonné au wahhabisme pendant son adolescence en Arabie Saoudite. Mais Descartes et Bill Gates, ainsi que Paul Éluard, l'ont sauvé. Ouf, on a eu chaud. L'actualité, c'est le déplacement d'Emmanuel Macron à Calais aujourd'hui. Calais, symbole de la crise migratoire en France depuis 20 ans quasiment. La jungle a été démantelée, mais des migrants cherchent toujours à se rendre en Grande-Bretagne. Le président Macron a mis la pression sur Theresa May pour qu'elle accueille plus de migrants et qu'elle finance davantage le développement économique de Calais. La France doit-elle revoir ses accords avec la Grande-Bretagne? Celle-ci doit-elle
Mais c'est un roman ou c'est un récit? C'est un récit. C'est une vraie histoire, on peut dire un roman autobiographique, mais je préfère, je l'appelle un récit. Et donc, c'est autour de mon adolescence en Arabie Saoudite, comme un Syrien qui était vraiment un réfugié dans ce pays. Dans ce pays, 3 ans et demi. Avec votre famille et Saïd, votre frère, et Exactement. Un futur enfant. Mais ça, on y revient dans un instant. D'abord, votre portrait, Omar, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Regardez l'empreinte digitale. Merci. En tapant Omar Youssef Souleiman, on découvre sur Wikipédia votre profession, journaliste, poète et écrivain. Vous êtes né ici il y a 30 ans, à côté Ifé, sur les plateaux du Kalamoun, en Syrie, à 40 km au nord de Damas. Vos parents, tous deux dentistes, pratiquent un islam radical et décident d'émigrer en Arabie Saoudite pour vivre en adéquation avec les préceptes religieux. Hommage pour les victimes, ça suffit qu'on dise que les terroristes ne représentent pas le vrai islam. Car depuis mars 2012, vous vivez en France où vous avez appris notre langue en regardant Plus belle la vie. Après avoir publié plusieurs recueils de poésie en Syrie et couvert la révolution en tant que journaliste, pourchassé par les services secrets, vous avez fui le régime de Bachar el-Assad. Cette décision vous a encore plus éloigné d'une famille qui vous avait répudié après l'annonce de votre athéisme. Pourtant, vous avez tenu sur Facebook à rendre hommage à votre père disparu il y a quelques mois, une photo pour effacer l'espace d'un instant vos différences. Omar Youssef Souleiman, que vous reste-t-il de votre père? La mémoire, ce qu'il reste. C'est pas juste de père, ce qu'il reste. La mémoire, elle reste de tout ce qu'on vit. Surtout quand on part dans un nouveau pays, on vit comme des étrangers. Vraiment, la mémoire, elle devient un autre... Déplacer sa frontière, on en débattra. Et puis, en fin de émission, messieurs Mauduit et Saltiel interviendront à propos de la visite du pape au Chili, qui a commencé aujourd'hui, et de la marque H&M dans la tourmente en Afrique du Sud depuis une pub un poil raciste. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Elisabeth, ça va? Ça va très bien. Claude Askolovitch, vous êtes dans un état. Oui. Elisabeth, tiens, parce que je vous vois. Ah, et Nadia aussi. Oui. Oui, mais et là, Omar, et notre ami Omar. Bonsoir Omar Youssef Souleiman. Bonsoir Elisabeth. Vous avez fait paraître il y a quelques jours chez Flammarion Le Petit Terroriste. Pourquoi petit? Parce que ce n'est pas un vrai terroriste, c'est un résultat de la violence autour de lui, en Arabie Saoudite, où il a vécu dans une société raciste. Il était un Syrien avec une autre couleur, avec un autre accent. Donc, c'est amusant, vous parlez de vous à la 3e personne. Ah oui, ah oui. Parce qu'en fait, c'est de vous dont il s'agit. C'est vrai. Religieux du salafisme. Vous avez alors 12 ans et désormais votre vie s'organise autour de l'islam entre lecture du Coran, prière quotidienne et cours de religion. Après les attentats du 11 septembre 2001, vos professeurs de monothéisme célèbrent les vertus d'Al-Qaïda et la victoire du monde musulman. Un environnement qui vous pousse à vous projeter dans un avenir de petit terroriste. C'est d'ailleurs le titre du livre que vous venez d'écrire pour raconter votre cheminement. Malgré votre acharnement à parfaire votre éducation religieuse, les désirs sexuels propres à l'adolescence perturbent votre foi. Grâce à Internet, vous lisez les textes de l'essayiste égyptien Taha Hussein, décortiquez le Coran, vous vous interrogez sur la validité d'un Dieu qui, écrivez-vous, enverrait dans les flammes de l'enfer Aristote, Einstein, Éluard et probablement Marilyn Monroe et Scarlett Johansson. Toutes ces questions vous conduisent à devenir athée et à rejeter l'islam. En octobre dernier, voilà ce que vous écriviez sur Twitter après le meurtre de 2 femmes à la gare de Marseille.